Alors, ce soir, bonjour et bonsoir à tout le monde, chers étudiants de licence 3. Cet après-midi ou bien ce matin, selon que vous allez parcourir lire la vidéo, nous allons faire une étude de cas et une tentative aussi de compréhension, d'explication du TAT. Donc le TAT se passe à tous les âges, chez les enfants, les adolescents et naturellement chez les adultes, pourvu que la personne soit déjà en âge de s'exprimer, contrairement au Rorschach qui est plutôt limité, je crois, à 7 ans, si je ne m'abuse. Bon, il faut déjà peut-être qu'on fasse un petit point d'histoire. Hein. Il faut peut-être faire un petit point d'histoire. Il faut dire que un auteur non psychologue fait partie quand même de ceux qui ont inspiré le Thematic Perception Test, qui est une proposition de Henri Murray vers les années 1935. Alors sur l'historique, on va dire que Freud va s'inspirer de cet auteur pour émettre l'idée que les préoccupations artistiques reflètent la personnalité de leur auteur. Donc c'est ce que Freud va dire. Et plus tard, on va avoir quelques autres auteurs, tels que Henri Murray, qui va s'inspirer des travaux d'un autre psychanalyste, de Jung. Il faut déjà dire qu'au départ, Jung propose lui aussi un test qui n'est plus usuel à ce moment, mais qui fait partie de l'histoire des tests projectifs en psychologie. Donc, en 1904, hein, je crois. En 1904, oui, effectivement. En 1904, Jung, jeune médecin et assistant à la célèbre clinique psychiatrique de Burgolzi, va proposer un ensemble d'images, une épreuve d'association des mots qui nous apparaît rétrospectivement comme ayant été le premier test projectif. Donc, maintenant, c'est Henri Murray qui, lecteur et patient de Freud, Murray, médecin américain, va s'inspirer de l'approche de Jung pour proposer une série d'images. Hein. On est en 1935. On est en 1935. Donc, mais avant lui, il y a aussi Morgan, parce que Murray ne travaille pas seul. Murray et Morgan vont publier la première forme du TAT, qui est le test de la perception des thèmes. Donc, et c'est là, ils le font en 1935. 3 ans plus tard, Henri Murray va intégrer les résultats à sa doctrine de la personnalité et il va écrire le livre Exploration de la personnalité. Personality Exploration. Personality Exploration. Ah oui, ça fait longtemps l'anglais. Bon. Alors, donc, et en 1943, il va publier la forme définitive du test avec le manuel, son manuel d'application qui était utilisé jusqu'à ce que deux auteurs donc Catherine Chabert et puis Françoise Brelet-Foulard vont nous proposer la forme actuelle qui est vraiment, vraiment allégée et qui de plus en plus est utilisée parce qu'elle est moins lourde que le dispositif d'analyse et de dépouillement qui a été proposé par Henri Murray. Alors, ici, je vous ai mis quelques 3 sous-thèmes. Il faut dire que Murray ou Muraille, je ne sais pas comment vous pouvez lire, bref, c'est pas important. Murray va proposer 3 listes. Une première liste, la liste des motivations. Une seconde liste,
la liste des facteurs internes ou intrapsychiques, et la liste des traits généraux du héros qui est évoqué sur le test. Alors, la liste des motivations va être constituée de 20 besoins répartis en 9 rubriques. Au départ, il y en avait 10, mais une rubrique va être supprimée pour n'en faire que 9. Et dans ces 20 rubriques-là, on retrouve en rubrique, enfin, pas 20 rubriques, dans ces 20 besoins-là, répartis en 9 rubriques, on retrouve en rubrique 1, la rubrique A, le besoin de domination. Donc, la rubrique A va être constituée de 5 besoins. Le besoin de domination, le besoin de soumission, le besoin d'autonomie, le besoin d'agression, le besoin d'humiliation. 5 besoins. Deuxième rubrique, la rubrique B, besoin d'accomplissement. La rubrique C, 4 besoins, le besoin sexuel, le besoin de sensation, le besoin d'exhibition de soi, le besoin de jeu. Et la quatrième rubrique, D, va être constituée de 2 besoins, le besoin d'affiliation, affinité envers autrui, hein, tout ça, et le besoin de réjection, rejeter les autres. Donc là ici on est dans les 2 besoins qui sont dans le rapport d'objet, attirer, être attiré ou rejeter. Ici la rubrique E est constituée de 2 besoins, le besoin d'être secouru et le besoin de protéger. On a la rubrique F qui va être supprimée. Voilà pourquoi je disais qu'il y en avait 10 au départ. Il n'en reste que 9 rubriques. Donc ici, au départ, c'était le besoin d'éviter le blâme. Donc cette rubrique n'a pas été validée par les méthodes d'analyse. Au fur et à mesure qu'on a fait les tests, on a trouvé que cette rubrique n'était pas vraiment pertinente. La rubrique la 6e rubrique, la G, ou bien la désormais F, est composée de 3 besoins. Le besoin d'éviter l'infériorité, le besoin de se défendre, le besoin de réaction. Et la rubrique suivante, H, un seul besoin, le besoin d'éviter la souffrance. La rubrique I, ou désormais la rubrique H, le besoin d'ordre. Et la dernière, la rubrique J, ou désormais la rubrique I, la rubrique F ayant été supprimée, je me répète, c'est cela la pédagogie, le besoin d'intellection, autrement dit la compréhension, l'intellectuel, l'intelligence, la cognition, etc., etc. Ça, ce sont les 20 besoins appartenant aux motivations du héros. Ici, on va parler maintenant de la liste des facteurs internes. On est en train de voir l'historique du test du TAT. Qu'est-ce qu'il y avait au départ et qu'est-ce qui a changé? Au départ, la deuxième liste contient en gros 4 facteurs internes qui président à la conduite du héros. Donc ici, il s'agit des instances psychiques décrites par la psychanalyse et qui interviennent, donc qui président, et qui sont sous-jacents pour déclencher la conduite. Alors, il y a l'idéal du moi, autrement dit, l'idéal d'accomplissement de soi. Il y a l'idéal du moi, et il y a aussi le moi idéal. Ça, c'est 2 concepts assez, parfois, qui créent des confusions chez les étudiants. On aura le temps d'y revenir si quelqu'un pose la question. Il y a l'amour du moi pour lui-même. Donc, on est là dans le trait narcissique. On est dans le moi, la conformité du moi, l'intégrité du moi. Donc, on a un surmoi intégré. Donc, le complexe d'Édipe a été liquidé. On est sorti plutôt en forme normale. On est enfin un surmoi en conflit. Donc, on a une crise intrapsychique, les sentiments de culpabilité qui amènent à la dépression, etc., etc. Donc, on a une fragilité du moi
ou du moins la fonction du surmoi, donc les instances du surmoi. Alors, ce sont les 4 traits qui appartiennent aux facteurs internes. Et on a une troisième liste des traits généraux. Ici, il va se trouver 11 traits. Alors, parmi ces 11 traits, on trouve l'angoisse, la créativité, la conjonctivité, disjonctivité, c'est-à-dire la coordination ou non de l'action et de la pensée. Est-ce que l'action et la pensée sont mises en paire? Est-ce qu'il y a un lien entre action et pensée, ou bien il y a un désordre total? Le trait suivant, c'est l'émotivité. Le 5e trait, c'est la persistance de l'effort. Le 6e trait, c'est l'exocatection, endocatection. Cela signifie quoi? C'est ce que vous voyez ici au tableau. L'exocatection, endocatection. Cela signifie simplement l'investissement de l'énergie, soit dans la vie pratique, exo, soit dans la vie intérieure ou dans la vie psychique, endo. Donc, alors, la catection, c'est donc le mouvement de l'action. Est-ce que ce mouvement-là est intrapsychique, endo, ou bien il est social, exo? Vous avez le 7e besoin, c'est l'intraception, introception. Donc ici, en parenthèse, on a la dominance, soit des sentiments et de l'imagination, soit des faits. Et en 8e trait, on a l'impulsion, délibération. Donc, est-ce que l'action est précédée? Est-ce que l'action est impulsive? Bien, c'est une action délibérée, réfléchie. C'est ça. 9e trait, parmi les traits du héros, on a l'intensité de l'effort. 10e trait, projectivité, objectivité. Autrement dit, ici, dans ce 10e trait, projectivité, objectivité, projectivité qui vient de projectif. Est-ce qu'il y a une massivité de la projection dans la relation, dans l'interprétation, ou bien il y a quand même une prise en compte de la réalité? Voilà. Le trait 11, c'est le radicalisme et le conservatisme. Est-ce que là, on est dans des postures qui sont plutôt en politique? Est-ce que le sujet est radical? Est-ce qu'il est conservateur? Ou, voilà, dans son interprétation, est-ce qu'il y a une forme de radicalité, de résistance aux mouvements fantasmatiques qui peuvent être impulsés par le stimulus que constitue l'image? Parce que l'image va déclencher par son symbolisme et par ses traits et par ce qu'il évoque un mouvement intrapsychique. Est-ce que le sujet va plutôt se radicaliser, conserver on va dire, son idéologie, ou bien va s'adapter un peu? Est-ce qu'il y a une rigidité, en quelque sorte, du moi, ou une flexibilité? C'est ce qui va arriver au trait 12, uniformité, changement. Donc, dans l'uniformité, est-ce qu'il y a une rigidité, ou bien il y a une malléabilité, une flexibilité, une adaptabilité? Ça, c'est le 12e trait. Alors, donc, selon Murray, il faut retenir simplement, je ne vais pas aller très loin, la différence entre Murray et Shentoub. C'est que chez Murray, en termes de consignes, notamment en termes de consignes, le test peut s'administrer 2 fois, pour Andy Murray. Alors que chez Shentoub, le TAT ne s'administre qu'une seule fois pour éviter les interférences et une banalisation de l'épreuve. Alors, les consignes. Le sujet est invité à raconter une histoire, à raconter une histoire pour chaque planche. Les consignes imposent à l'examinateur de veiller, en posant les questions appropriées, à ce que l'histoire ait un commencement et une fin. Donc, voilà la consigne chez Murray. Et alors que chez
Shintoub, la consigne va être de donner au départ, pas à chaque planche. Pour les 14 planches que vous avez à présenter, vous ne donnez la consigne qu'une seule fois, au départ. Et elle consiste à dire ceci, à formuler ceci clairement. Imaginez une histoire à partir de chaque planche. Donc, le sujet, c'est qu'il doit imaginer une histoire avec un commencement, une fin, de manière dynamique, avec des gestes, tout ce qu'il veut, même chanter, tout ce qu'il veut, mais qu'il ait la liberté d'imaginer une histoire à partir de chaque planche, sans que vous n'ayez besoin de lui répéter cette consigne. S'il vous le demande, vous allez en tenir compte. S'il vous la redemande, cette consigne-là. Donc, voilà. Et chez Shintoub, certaines planches vont être sélectionnées en raison de leur pertinence. Lorsqu'on va faire la cotation, lorsqu'on va faire l'étalonnage, on va observer que certaines planches sont plutôt pertinentes en raison des données qu'ils produisent à partir qu'ils produisent à partir des données, enfin, en raison des données qu'elles produisent, autant pour moi les planches. Voilà. Alors, donc, chez Shintoub, les planches retenues sont 1, 2, la 3MB, la 4, la 5, qui sont proposées aux garçons et aux filles, alors que la 7MB, la 7MB, la 6MB, la 7MB, la 8MB proposées aux garçons et aux hommes exclusivement sont accompagnées des 3 autres qui sont proposées exclusivement aux filles, on va le voir tout à l'heure, et aux femmes. La 6GF, la 7GF, la 9GF sont proposées donc aux filles et aux femmes. La 10, la 11, la 13MB, la 13MF, la 19 et la 16 sont proposées aussi bien aux garçons qu'aux filles, aussi bien aux hommes qu'aux femmes, à tout le monde donc. Mais sauf la planche 13MF, 13MF qu'il ne faut jamais présenter aux enfants. Donc, c'est le tableau que je vous avais envoyé. Donc, ici, je vais le répéter de manière beaucoup plus claire. Lorsque vous passez le test du TAT, vous avez en gros, je crois, 14 planches, dont 13 sont à passer aux enfants et 14 aux adultes. Vous avez la planche. Dans l'ordre, vous présentez la planche selon cette... je vais sortir ce que j'avais montré. Voilà. Donc, vous avez ici toutes les planches qu'il faut passer. Vous avez chez les hommes, chez les femmes, chez les garçons et les filles, vous avez toutes ces planches-là qui sont à passer. Donc la 1, la 2, la 3MB, la 4 et la 5 concernent tout le monde. Hommes, femmes, filles, garçons. Également, c'est là. Tout le monde. La 10, la 11, la 12 BG, la 13 B concerne tout le monde. Et enfin, tout le monde est concerné par la 19 et la 16. Dans cet ordre-là, vous présentez les planches du TAT dans cet ordre. Autrement dit, vous présentez la 1, la 2, la 3 MB, la 4, la 5. Ensuite, si c'est un homme, vous introduisez la 6 MB ou la 7 MB, ou bien et, vous introduisez la 8 MB, vous introduisez naturellement, si c'est un homme ou une femme, donc si c'est un adulte, vous mettez la planche 13 MB. Alors, la 13 MB, vous voyez qu'elle n'apparaît pas chez les garçons et chez les filles. Donc, c'est une planche à mettre de côté lorsque vous passez le TAT chez les jeunes enfants. Alors, ici, la consigne est naturellement imaginez une histoire à partir de la planche et donnée au départ et n'est pas répétée. C'est ce que je disais.
Ici, il n'y a pas d'enquête. Vous n'allez pas revenir sur une planche pour dire qu'est-ce que vous avez voulu dire, etc., etc. Donc, voilà. Chez la femme, vous avez la planche. Vous voyez, à chaque fois vous voyez un astérix, c'est qu'il indique la planche qu'il faut utiliser. Si c'est une femme, vous avez la planche 1, 2, 3, 3 MB, Boyman, 4, 5, vous avez la planche 6 GF et la 7 GF. Vous avez la 9 GF, etc., etc. Jusqu'ici. Voilà comment il faut comprendre les choses ici. Alors, nous sommes en méthode projective, le TAT. Voilà, en termes de consignes. Alors, j'ai failli oublier quelque chose, c'est qu'en partant d'Henri Mouret, on va arriver donc à deux nouveaux auteurs qui vont nous proposer quelque chose de moins lourd, qui est élaboré par Françoise Brelet-Foulard, comme je vous l'ai dit, et Catherine Chabert, contenu dans le nouveau manuel du TAT. Bien sûr, c'est une approche psychodynamique, donc basée sur la psychanalyse, bien entendu. Ici, la feuille de dépouillement va être plus allégée. Elle va être plus allégée. La cotation, il y a un effort de scientifisation de la cotation. Il y a un effort de simplification de la cotation avec une feuille de dépouillement qui va nous permettre de repérer ces procédés-là dans le discours du sujet et de coter en fonction de ce que nous percevons. Voilà la feuille de cotation. Donc, voilà un peu l'historique que j'allais faire. Vous pouvez, pour votre gouverne, hein, culture générale, aller sur Internet et vous familiariser avec l'histoire de la naissance du TAT. Pour l'instant, nous allons passer donc à la cotation, donc à l'étude de cas. Alors, je répète ce soir, le cours de ce soir, bien de ce matin, bien le cours que vous suivez, la vignette que vous suivez, concerne la thématique étude de cas. Nous avons déjà vu, je vous ai envoyé le cours sur le contenu du TAT, la passation, les éléments, le matériel, la passation de l'épreuve, la consigne. Vous avez vu un peu la situation épistémologique entre le TAT. Je vous ai un peu indiqué ce qu'on appelle contenu manifeste. Qu'est-ce que le contenu manifeste? Quelqu'un m'a posé la question. Voilà, je prends un exemple de planche. Alors, sur ce contenu-là, nous voyons des éléments propres. On a des éléments bien distincts ici. On a un élément, on a une image. Donc, on a un contenu manifeste. Donc, le contenu manifeste, c'est ce que évoque de manière objective le stimulus, autrement dit l'image. Alors que le contenu latent, c'est la problématique qui se pose, celle qui est traduite par la planche. Qu'est-ce qu'évoque sur le plan? Qu'est-ce que la planche évoque? C'est ce que je devrais dire. Qu'est-ce que la planche évoque dans la vie intime, intrapsychique, dans la vie psychodynamique, dans l'histoire du sujet, ou l'histoire actuelle, ou l'histoire tout simplement de son enfance. Qu'est-ce que ça évoque? Sa relation d'objet. Alors, le contenu latent permet de voir si la position dépressive est atteinte et comment elle est assumée. La dépression résulte des réactions face à la perte d'objet. Donc, est-ce que la personne arrive à gérer, à surmonter la perte, le deuil, ou bien la personne va sombrer, va s'enliser et va finir par manifester, vivre ce qui se passe ici, la tristesse, vivre le deuil,
bien ce qu'il a perdu, ce qu'elle a perdu, autant pour moi la personne. Donc voilà, on va dire en contenu manifeste qu'il y a une femme qui est peut-être étalée sur un fauteuil. Et voilà le contenu manifeste. L'autre va dire, c'est une femme qui est triste, elle a perdu quelqu'un, elle n'arrive plus à s'en sortir, elle se lamente tous les jours, et ça, vraiment, personne ne peut venir à son secours. Vous voyez, dans mes deux propos, il y a quelqu'un qui s'est arrêté au contenu manifeste et qui voit bien sûr ce qui se passe, mais qui ne va pas dramatiser. Et il y a l'autre qui va s'effondrer en raison de ce que la planche déclenche de manière fantasmatique dans sa vie psychique. Et la planche va aussi révéler comment le sujet ne va pas trouver la dynamique de résilience pour se refaire de la situation de deuil qu'elle a ou qu'elle vit, qu'elle a vécu ou qu'elle vit. Voilà la différence entre le contenu manifeste et le contenu latent. Latent, c'est la problématique, et manifeste, c'est le stimulus. Merci. Et donc, là, ici, on a la feuille de dépouillement proposée par actuelle, hein, c'est la feuille de dépouillement actuelle proposée par Brelet Foulard et Catherine Chabert. Alors, ici, Catherine Chabert, pardon, quelques communications, je vais y revenir plus tard. Catherine Chabert. Ici, on a 4 séries. 4 séries. Ces 4 séries-là vont en quelque sorte nous situer dans la structure et les mouvements pulsionnels, autrement dit organisationnels, du sujet. Ici, on a la série A, on est dans la rigidité. La rigidité ici, c'est, on va voir la fonction, la toute-puissance du surmoi. Et on a en A1 la référence à la réalité externe. Donc, ces procédés-là nous permettent de coter le discours du sujet en fonction de ce que ce discours renvoie à cette cotation-là, à ces procédés-là. On va voir un cas pratique tout à l'heure. On a les procédés de type B. On est plutôt ici dans quoi? On va dire un investissement de la relation. On est dans la relation d'objet où il y a une expression des sentiments, des émotions, ou une dramatisation. On est dans quel univers? Donc on est ici dans quelque chose, que ce soit pour la série A ou la série B, on est dans des fonctionnements de type névrotique. Alors, on ne veut pas, ça ne signifie pas que la personne fait la névrose, mais ça signifie que la structure de base est de type névrotique. Donc, il y a eu liquidation quand même du complexe d'Édipe. Donc, on est là dans une forme plutôt normale. On est plutôt dans une structure plutôt aboutie, plutôt normale. Et puis, on va aller dans la série C, où on est dans une situation d'évitement du conflit, avec des procédés assez clairs, le surinvestissement de la réalité externe, l'inhibition, l'investissement narcissique, l'investissement des limites. Donc on est là dans quelque chose on est dans des structures état limite. Ça signifie que le sujet où on va trouver en abondance les procédés de la série C, on sent là, on va dire quoi, un fonctionnement plutôt limite névrotique. Donc, alors que de façon claire, la série E nous présente un fonctionnement plutôt archaïque avec l'émergence des processus primaires. Ici, on a quatre principales thématiques. L'altération de la perception. Là, on est vraiment dans on va dire quoi? Dans les hallucinations. On est dans un fonctionnement avec un mécanisme hallucinatoire qui est en jeu.
la massivité de la projection. Là, on va être dans un fonctionnement paranoïaque. On est dans la désorganisation des repères identitaires. On est dans les troubles graves de l'identité et de la relation d'objet. On est dans l'altération du discours. Donc là, on est dans un fonctionnement purement psychotique. Voilà. Alors, il ne faut pas penser que le fait de voir une certaine fréquence élevée de telle série augure d'une décompensation. Donc le TAT ne nous fait pas forcément diagnostiquer un trouble, mais il nous donne une indication sur le fonctionnement du sujet. Maintenant, bien entendu, si à un moment donné, les procédés de la série C et de la série E vont apparaître de manière plus dense, on peut commencer à se poser des questions sur la possibilité du sujet de décompenser et de faire la maladie. Donc, il y a un ensemble d'associations que propose Catherine Chabert, enfin les auteurs, pour nous montrer quel type d'associations peuvent nous permettre de penser à un risque de décompensation. Donc je vais essayer de... Bon, moi j'ai élaboré quelque chose que je vous partagerai plus tard. Pour l'instant, nous sommes dans l'étude de cas. Je cherche quelques éléments, hein, un exemple de ce que je viens de dire là. Un exemple de ce que je viens de dire, à savoir le fait de retrouver tel ou tel élément n'augure pas forcément d'une décompensation chez le sujet, mais il faut une certaine association des éléments de A, de B, de C, pour qu'on puisse s'inquiéter. Alors ici, le terme nous dit au sein des procédés de la série A, certains sont susceptibles d'être régulièrement retrouvés dans n'importe quel protocole, quelle que soit l'organisation psychique. Par exemple, les précautions verbales, les descriptions, alors que d'autres procédés plus spécifiques mettent en évidence l'aménagement névrotique du conflit. Parmi ceux-ci, les procédés A1, A2-4, A3-4 sous-tendus par la conflictualisation intrapsychique, établissent une distinction claire entre réalité interne et réalité externe et mettent l'accent sur le caractère interne de l'élaboration du conflit pulsionnel. C'est-à-dire que certains procédés, autrement dit, le fait de trouver, en fait, l'association, voilà ce que j'ai cherché comme phrase, l'association de certains procédés va plutôt augurer d'un dysfonctionnement, alors qu'il y en a d'autres qui peuvent se retrouver dans n'importe quelle organisation psychopathologique sans que cela ne nous fasse penser à un problème quelconque. Alors, on peut aussi dire avec l'auteur que, en plus grande quantité, si cette association des procédés A2-4, A3-1 se fait avec des procédés E qui mettent au jour le surgissement brutal d'émergence en processus primaire, et en particulier de représentation et ou d'affect massif, l'affect massif c'est le procédé O2-3, elle vient révéler le poids du fantasme sous-jacent et l'éventuelle fragilité de l'organisation défensive. Donc, en fonction des associations, on va mettre en évidence la fragilité des défenses, la vulnérabilité des défenses, la rigidité des défenses, etc., etc. Donc, il faut avoir, donc, on va dire, une très bonne assise, une très bonne expérience pour
malayer, manipuler, comprendre le TAT. Mais il ne faut pas tarder de commencer. Il faut commencer maintenant à manipuler parce que c'est un outil essentiel, quel que soit le domaine de la psychologie, pathologie, la psychoclinique que vous allez utiliser. Il y en a qui fuient, mais c'est un test assez intéressant. Donc voilà, nous allons prendre un cas pratique pour que nous comprenions tout ce que nous venons de dire. Merci pour cette première partie et nous commençons la suite dans un instant.